J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre conférencière invitée. Au mois de janvier 2016, le Dr Fabiola Gianotti est devenue la première femme directrice générale de CERN, le Centre européen de recherche nucléaire. Elle était physiciste en matière depuis 1994, professeure éméritus à l'Université d'Édimbourg. Elle fait part de l'Académie scientifique italienne et elle est membre associé de l'Académie des sciences américaines. Le docteur Gianotti a travaillé sur plusieurs projets, CERN bien sûr. Elle était chef de projet pour les projets Atlas chez CERN. C'est un équipement matériel scientifique qui était responsable de découverte du boson. La Fondation canadienne d'évaluation a appuyé évidemment la recherche et l'infrastructure de cette expérience Atlas, aidant les scientifiques impliqués à avancer. Le professeur Gianotti. De nombreux comités scientifiques, notamment en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis. Elle est également membre du comité consultatif scientifique du secrétaire général des Nations unies. Elle était comptée parmi les 100 personnes, les 100 femmes les plus influentes par The Guardian. 5e en liste, une personnalité importante en 2012, personnage scientifique, et comptée dans les 100 plus femmes influentes en 2013 aussi. Accueillons ensemble notre conférencière, Dr. Fabiola Gianotti. Good morning, Dr. Winter, and good morning, distinguished members of CFI. Bonjour, je suis très privilégié d'être ici. Et aussi de pouvoir vous remercier directement pour votre contribution très importante au projet du CERN. I'm very pleased in particular to have the opportunity to thank you. Et l'occasion de vous remercier directement pour votre contribution et votre participation dans l'aventure du CERN, qui est une aventure de recherche, mais beaucoup plus que ça. Je vais essayer de vous expliquer ça dans quelques points. Bon, prime abord, CERN est le laboratoire de plus grande taille du monde entier en matière de physique. Au plan administratif, c'est un organisme intergouvernemental fondé en Europe. Sa mission, évidemment, c'est la science fondamentale en matière physique, qui est la science la plus fondamentale de toutes les sciences. Parce que nous examinons la matière fondamentale, élémentaire de la nature même, les composants matériels du monde. Afin d'accomplir nos objectifs et nos recherches scientifiques, qui ont été reconnus au cours des années, on a trouvé le boson de Dieu, comme disons, très récemment, pour des scientifiques qui travaillaient à CERN. Pour accomplir ces objectifs scientifiques, il faut élaborer sans doute et créer des instruments dans les détecteurs de particules, d'accélérateurs et de refouler les limites dans plusieurs domaines, sérogénique, électronique, technologie du vide. Ces avances technologiques, évidemment, sont dues à la science. Nous savions que la toile mondiale, le World Wide Web, a été créée à CERN pour faciliter l'échange d'informations entre scientifiques, a beaucoup changé comment la société peut accéder à l'information. Il y a eu d'autres répercussions, évidemment, de la recherche à CERN sur la vie quotidienne. Une autre mission très importante pour nous, évidemment, c'est l'éducation, la formation et la sensibilisation des scientifiques, ingénieurs, techniciens, mais aussi étudiants au secondaire et enseignants, des enseignants par voie de bon nombre d'initiatives que j'aimerais bien vous présenter. Et CERN est un exemple
une collaboration pacifique du monde entier. On peut attirer 17 000 scientifiques, pour la plupart physiciens, 110 nationalités différentes. Ils travaillent ensemble, collégialement, pour atteindre nos objectifs. CERN a été fondé en 1954 par des scientifiques et des politiciens visionnaires avec un objectif double, d'assurer l'excellence en recherche en Europe après-guerre et de promouvoir la coopération pacifique entre divers pays d'Europe post-guerre. Nous avons plusieurs membres maintenant, deux États membres. Et comme vous voyez de la carte ici, les Indes, le Pakistan sur le même tableau, la Turquie et Chypre. Comme vous voyez, les anciens ennemis sont maintenant collaborants. J'aimerais utiliser un langage... alors, ça représente peut-être un demi-café cappuccino par citoyen par année en moyenne. Comme vous savez, en Europe, dans le sud, le cappuccino est très bon, très fort, pas cher, mais là, ça coûte plus cher lorsqu'on monte vers le nord. Alors, ce budget est contribué par les membres États, les États membres plutôt, et ça représente l'Allemagne, 20% du budget, Royaume-Uni, France, Italie, et Espagne et ainsi de suite. Il contribue 10% de ce qu'ils pourraient contribuer théoriquement s'ils étaient membres. Si l'Allemagne était membre associé, elle contribuerait que 2% du budget, mais actuellement c'est 20%. Ce budget sert à la conception, la mise en œuvre, l'entretien d'infrastructures techniques de recherche, accélérateurs, laboratoires utilisés par la collectivité scientifique internationale. En physique des particules, par exemple, pour accomplir leurs tâches. Ici, nous avions la carte, la distribution de tous ces utilisateurs de cette collectivité qui travaillent pour le CERN et avec CERN, bien sûr. Vous voyez les États de divers pays comme Azerbaïdjan, Monténégro, la Malaisie, plusieurs pays d'Afrique où ce qu'on veut évidemment se moderniser et participer davantage dans la recherche. Vous voyez que le Canada contribue avec 220 chercheurs, la crème de la crème, la sommité du savoir avec nous, que je vais mentionner un peu plus tard. Certains de ces scientifiques nous proviennent de pays qui sont en guerre, ou qui refusent de se reconnaître au plan diplomatique et politique. Cependant, ils vont travailler ensemble. Israël, Iran, côte à côte. Si vous croyez que ces scientifiques sont un peu vieillots, etc., et ennuyeux, pas du tout, pas du tout. La grande majorité des gens, la courbe d'âge démographique, ils ont 27 ans. La grande partie de notre personnel au CERN, c'est des jeunes personnes. On trouve des jeunes de partout au monde, de toutes les couleurs, toutes les langues, une diversité incroyable. Des ingénieurs, des scientifiques, des physicists, et une observation sur la contribution des femmes scientifiques. Aujourd'hui, nous avions 12% composition femmes, mais si nous regardions les scientifiques, les ingénieurs, les informaticiennes, si on extrait l'administration, les travailleuses de bureau, c'est 12% ensuite. C'était 4% en 1995. Si vous regardiez chez les jeunes aussi, 23% des femmes ont un doctorat ou plus. C'est très important d'ailleurs. On commence à voir des avantages et des bénéfices maintenant. La diversité est
la proportionnalité homme-femme aussi nous apporte des bénéfices. Nous avions plus de 3000 étudiants au niveau du doctorat, des candidats au doctorat. Bien, il n'y a que 10% de ces diplômés qui vont faire de la recherche. Les autres vont faire autre chose où il n'y a pas beaucoup d'emplois en matière de recherche. Qu'est-ce qu'ils vont faire? 45% vont se lancer dans le secteur privé, les autres secteur public, mais pas en matière de sciences ou de recherche. Vous voyez ici, informatique, ingénieur, finance, administration, et un sondage récent démontre qu'au plus de 95% des jeunes qui quittent CERN sont très heureux de leur poste actuel. C'est-à-dire que la formation qu'ils ont reçue sur le tas, par voie de leur expérience chez CERN, leur donne des antécédents très importants et puissants pour décrocher un emploi qui est très bien assorti à leur profil, leur savoir et leur bagage. Étant donné que cette vaste diversité que nous offrons bien sûr une formation continue dans toutes les matières de recherche d'intérêt à CERN. Nous avons commencé cette école. Bon, c'est un peu rapide là, mais on a commencé cette école en Europe, cette formation. On l'offre en Amérique latine, Équateur, Pérou et ailleurs. Ensuite, on a passé en Asie et plus récemment en Afrique. On a organisé une école en Afrique. On a commencé avec l'Afrique du Sud en 2010, Ghana en 2012, Sénégal en 2014 et Rwanda en 2016. Ensuite, pour les secondaires, étudiants et professeurs. Les professeurs sont très importants, bien sûr, parce que un professeur peut atteindre 70 centaines d'étudiants. Depuis 14 ans maintenant, on est là. Des professeurs, des enseignants de tous les pays du monde viennent à CERN pour 2 semaines, une formation, recherche pratique, un stage plus ou moins. Fort réussi, très populaire. Nous avons reçu au-delà de 10 000 professeurs ou enseignants de secondaire. Chaque année, nous accueillons aussi 120 000 visiteurs mondiaux. La grande majorité de celles-ci sont des étudiants d'école secondaire. Évidemment, on reçoit beaucoup plus de demandes de venir voir qu'on peut accommoder. Déjà 150 000 demandes cette année. On a une capacité assez limitée d'avoir cette invasion de visiteurs. Il faut quand même faire notre travail quotidien. J'aimerais bien mentionner aussi une initiative intéressante où le Canada a été majeur joueur. On appelle Beamline for Schools, faisceau pour les écoles. C'est un concours pour les étudiants du secondaire qui vont soumettre une soumission pour une expérimentation dans un de nos faisceaux à CERN. C'est évalué par un comité panel de sélection et on discerne 2 gagnants. Les jeunes gagnants vont passer 2 semaines à CERN en septembre pour entreprendre l'expérience qu'ils nous avaient proposée. En 2017, un des 2 gagnants est du Canada. Ils viennent au mois de septembre, je répète, ils vont entreprendre cette expérience, bien sûr guidés par nos scientifiques sur place qui ont beaucoup d'expérience. Cette année, le concours a été gagné. 180 prestataires, candidats, une équipe italienne et canadienne. École secondaire catholique Père René Legelinet à Cambridge, au Canada.
Alors, vous les voyez, là, c'était vraiment chaleureux et important pour le Canada. Bon, revenons à la science. Notre mission primaire, évidemment, c'est la physique pratique. Nous commençons avec les particules élémentaires, et évidemment les pierres angulaires de la matière, des électrons, des quarks, et les forces qui contrôlent leur comportement. Nous savions que la matière est composée d'atomes. Celles-ci sont composées d'un nucléus entouré de plusieurs électrons. Les électrons sont composés de protons et de pitons et de particules encore plus élémentaires que cela, des quarks, qui sont aussi amalgamés avec ce que nous appelons des gluons. De plus en plus petits. On passe aux éléments les plus fondamentaux de la matière que nous connaissons tous. Tous les objets matériels dans le monde sont composés d'électrons et de quarks. Tout, vous, moi, tout le monde. La table, les chaises, tout. Dans notre accélérateur et l'unité Hadron, ça nous permet d'examiner la matière à son plus élémentaire, au quark. C'est un milliardième de milliard de taille de centimètre. C'est des cellules encore plus petites que compose la biologie. Commençons avec le très, très, très infiniment petit, ça nous permet aussi de comprendre la structure de l'univers. Nous savions, selon la cosmologie et d'observation expérimentale, que l'univers a eu ses origines il y a environ 13,7 milliards d'années. De particules, de gaz élémentaires, et on peut commencer à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour l'origine de l'univers. Avec le temps, l'univers a pris d'expansion et a commencé à ralentir, à refroidir, et on a vu un processus inverse où il y a eu l'amalgame de divers éléments élémentaires, créant des composants de plus en plus complexes, créant de la matière que nous voyons aujourd'hui, les galaxies, le cosmos. Il y a deux façons complémentaires par lesquelles nous pouvions étudier l'évolution et son acheminement. Les télescopes, qui nous permettent de voir loin et en gros les planètes, le monde, les galaxies, l'espace, etc. Mais c'est un peu un mur de briques. Il y a longtemps, depuis les origines, le télescope peut peut-être nous rapporter dans le temps. 38 millions d'années par le passé. Mais on ne peut pas aller plus loin que cela parce que la densité de l'obscurité est tellement qu'on ne peut pas voir plus loin que cela. Autrement, il faut utiliser d'autres outils. Et l'accélérateur, c'est l'outil de choix par excellence. Je vais vous montrer le principe fondamental, si vous voulez, de façon très vulgarisée, entre nous, tout simplement. Je vois ici une vidéo, ils vont s'inquiéter peut-être, mais non. On va accélérer deux faisceaux de particules, protons, photons peut-être, à la vitesse la plus rapide que possible, et ensuite, ils rentrent en collision. Bon, il faut un champ électrique, un champ magnétique, et vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe. Ici, l'accélérateur le plus important du monde entier, qui est souterrain, bien sûr. Alors, les deux faisceaux rentrent en collision, et avec la collision, il y a deux choses qui se produisent. Premièrement, si on se heurte un contre l'autre, ils vont s'éclater en des milliers de morceaux. Bon, c'est une explication non scientifique, mais des milliers de parties, de pièces, de morceaux, et on va voir comment celles-ci interagissent.
lors de la collision, il y a création de beaucoup d'énergie et ça peut transformer les éléments en d'autres. L'énergie devient matière. Le plus l'énergie, le plus la vitesse de cette collision, le plus massive qu'on peut avoir cette collision. Alors nous cherchons, on a cherché des centaines, plusieurs années, ça nous a pris des dizaines et des dizaines d'années avant de décerner les plus petits éléments parce qu'on n'avait pas pu créer suffisamment d'énergie pour monter la température afin d'avoir cette collision énergétique. Ça correspond aux températures de l'univers il y a un millionième de millions de secondes après le Big Bang. C'est d'une durée infiniment petite. Alors, comment étudier cette collision en pratique lorsqu'elle existe en moins d'un clin d'œil? Bien, on se concentre évidemment sur le point de mire de ces deux faisceaux lorsqu'ils se rencontrent. Nous avions des détecteurs de particules utilisant diverses technologies qui nous permettent de détecter et de mesurer la trajectoire de chaque particule créée par cette collision. Alors, c'est un cliché, un moment arrêté dans le temps de cette collision et de cet éclatement. C'est un peu comme un appareil photo très rapide, numérique, très rapide, mais très rapide. Parce qu'il y a 40 millions de collisions par seconde. L'installation la plus récente et la plus large du monde, évidemment, c'est l'accélérateur Hadron, le plus puissant. Vous voyez l'anneau qui vous donne l'emplacement. 27 km de longueur, 100 mètres de profondeur. Il faut évidemment descendre assez loin et profondément dans la terre. On l'a mis en opération en 2010 lorsqu'on a lancé les premiers faisceaux. Cette expérience a compris du matériel CMS, LHCb, Atlas et ALICE. On a découvert un nouveau particule. Les scientifiques canadiens et votre fonds en particulier ont fait une contribution très importante à l'appareil Atlas et aussi l'unité Hadron. Le Canada a contribué depuis les années 60 dans cette science, si vous voulez. Le prix Nobel a été offert en 2013 à François Engelbert et Peter Higgs. Higgs, la personne qui a découvert le mécanisme de la particule en question. J'aime bien cette photo parce que ça démontre dans les graphiques comment on a pu trouver ces particules subatomiques. En parenthèse, les particules exposées dans cette collision s'est désintégré dans d'autres particules que nous connaissons même pas encore. Alors, cet collisionneur Hadron nous a apporté à tout un spectre d'autres particules qui restent encore à être analysées et classées.
Alors, le Higgs boson a été nommé, qui a été nommé ce nouveau particule, n'en est le résultat. On va vous donner quelques exemples de cette technologie maintenant. Ça, c'est une vue très spectaculaire le circuit du collisionneur. C'est des cryostats qui contiennent des aimants de haute puissance, électromagnétique, bien sûr. Le cœur même de l'accélérateur est composé, l'élément le plus important qui nous a permis de vraiment multiplier l'énergie, c'était l'utilisation de 1232 amants surconductrices haute technologie fabriquées en Allemagne. Dans un collisionneur proton, ce qui est difficile, c'est de les guider, de les s'assurer qu'ils vont rester à l'intérieur du champ de tir, si vous voulez. Il faut avoir alors beaucoup d'énergie, beaucoup d'électricité. On parle il faut utiliser aussi des matériaux de superconductivité. Et il faut beaucoup de cuivre, par exemple. C'est pas efficace comme processus. Mais si on peut utiliser du titanium, on peut avoir beaucoup de résultats à des températures beaucoup plus faibles. Alors, vous voyez que la température opérationnelle des amants est de 1,9 Kelvin. C'est à moins 271 degrés centigrades. C'est la température la plus froide de l'univers. Pourquoi? L'univers a ses origines dans une grande explosion, le Big Bang. Alors, c'était très chaud, évidemment, mais ça s'est refroidi. Et quelle est la température de l'univers aujourd'hui? C'est 2,7 Kelvin. Et on a atteint une température de 1,9 Kelvin. Alors, moins froid que l'univers dans l'ensemble. La température la plus froide dans l'univers. Pas dans le monde, mais dans l'univers. Et pour le fonctionnement ici, il y a 200 millions de milliards de protons par faisceau, par lancement. C'est une aventure technologique vraiment incroyable. C'est un défi de taille, vous savez. Voici une vue de Atlas, collisionneur le plus important en termes de taille au monde. Image fantastique. Vous voyez les deux personnes là, sorties de rouge. Et c'est pas des nains, ça. Ça, c'est des personnes ordinaires là, qui font 1,60 m à 2 mètres, quoi. Mais aussi au plan du design et la conception, c'est exceptionnel, c'est très joli, c'est beau. Il y a plus de fer dans cette composition que la Tour Eiffel. 3000 km de câbles pour les signaux aux salles de contrôle à la surface. Et chaque année, on va créer 10 à 15 pétaoctets de données. C'est YouTube, Twitter, tous les médias sociaux et Facebook multipliés par quelques cents. Le Canada a eu une participation très importante dans l'expérience Atlas lors le collisionneur Hadron. Avec les technologues, avec les scientifiques, nous avions 10 universités canadiennes qui participent et 150 physicists, dont 70 sont des candidats au doctorat. Alors, c'est encore des jeunes ici, une population jeune qui participe. Le Canada a aussi contribué à l'informatique importante. Ils ont créé un modèle très important.
Habituellement, on avait localisé tout ceci dans les laboratoires, mais avec la taille de mégadonnées, on pouvait pas, il fallait inventer une nouvelle méthode de configuration. Alors, on a créé ce qu'on appelle LHC, ou la matrice informatisée de haute quantité avec le projet Triomphe que vous avez ici. Alors, l'informatique Atlas est largement une création canadienne, une contribution canadienne très importante. Et on peut l'utiliser pour d'autres disciplines aussi, non seulement pour cette science élémentaire. Encore quelques photos. Les deux capuchons du détecteur Atlas. Un cryo trousse, si vous voulez. 87 Kelvin, on va rendre liquide le gaz argon. Celle-ci a été développée par les scientifiques ici au Canada. Mode de fonctionnement ici. Et grâce à une contribution de plusieurs autres pays, ils vont dépenser de l'argent dans leur pays avec des projets pour créer des composants pour cet instrument de taille. La supervision se fait avec les universités locales au Canada. C'est l'industrie canadienne qui construit les composantes et les pièces sous la surveillance des universitaires canadiens. Et le Canada a aussi contribué au complexe de l'accélérateur à CERN. Deux éléments très, très importants, c'est les amants et les nettoyeurs pour ces amants. Les amants ramassent beaucoup de halons et il faut assurer de purger tout ceci afin d'assurer leur bon fonctionnement. Alors, technologie de fine pointe, très complexe, à la limite de nos compétences et connaissances, et on se pose la question, mais pourquoi? Le collisionneur Hadron veut répondre à la question essentielle aujourd'hui. On parle ici de la masse de ces particules élémentaires. Comment se fait-il que certaines particules, les photons par exemple, sont tellement massifs, sans masse, pardon, pas de masse du tout, et il y a d'autres particules, la particule W et le boson, qui est responsable de la réaction thermonucléaire dans le Soleil, par exemple, et la lumière que nous voyons, est très massif, 80 plus que le proton. Le mécanisme Higgs-boson nous permet d'expliquer cette asymétrie entre ces particules légères et très massives. Quelle est l'origine des masses de particules élémentaires? Bon, Higgs-boson nous a permis de comprendre un peu comment que ça fonctionne. J'ai parlé d'électrons et de quarks. Si les quarks étaient massifs, lourds, il n'y aurait pas d'agglomération. L'univers serait complètement différent et nous aussi. Une question absolument élémentaire, fonctionnelle, fondamentale. Il y a d'autres questions aussi qu'on se pose et on essaie de répondre avec l'unité Hadron. Bon, l'univers sombre, noir, on voit la nuit, il fait noir, on voit les étoiles, les planètes, etc. Ça représente 5% de ce qui est là. Que 5% de l'univers est fait de matériel que nous connaissons, comme nous, par exemple. Le reste, c'est l'univers sombre, obscur.
C'est une forme de matière, d'énergie que nous ne connaissons pas, nous ne comprenons pas non plus. Alors, l'énergie sombre, la matière sombre, 95% de l'univers est inconnu. Inconnu. Et la matière bionique, ça représente 5% de la matière universelle. Ah, il y a encore beaucoup à découvrir, bien sûr. 95% de l'univers est inconnu. Et nous connaissons peut-être un quart de cela. Alors, le collisionneur hadron est un outil qui nous permet de comprendre ces matériaux, ces particules qui composent l'univers. C'est un indicateur de notre ignorance, bien sûr. Et il y a une partie importante de l'univers qu'on ne peut pas atteindre avec nos instruments. Mais on sait que ça existe. Comment savons-nous que ça existe? Même de façon indirecte, si vous voulez. Sur les forces gravitationnelles, etc. Il y a beaucoup plus de matière là-bas, mais on ne peut pas les quantifier pour l'instant. Et on ne connaît pas leur composition. On ne sait pas de quoi ceci consiste. Ça pourrait être des particules légères, ou très lourdes, ou massives. On peut deviner, mais on ne sait pas. Et il n'y a pas de voie claire pour connaître les réponses. Chez SNOLAB, ici, à Sudbury, au Canada, on cherche à créer des détecteurs importants de taille souterrains et on essaie de voir d'où proviennent ces particules. C'est une approche complémentaire et il faut poursuivre toutes ces modalités pour comprendre comment résoudre ces mystères et éventuellement, lorsqu'on découvre ces particules, comprendre ses attributions et comment intégrer cela dans nos théories. Une autre question, est-ce que l'univers est composé tout simplement de matière ou est-ce qu'il y a-t-il de antimatière? Bon, on peut lancer un faisceau dans cet accélérateur, on va créer beaucoup d'autres particules, etc. Mais est-ce qu'il y a des antiprotons, antiphotons? Dans l'univers, l'univers est composé de matière. Au moment de la grande explosion originale, le Big Bang, il y a eu un déséquilibre, une asymétrie. Et cette antimatière a disparu. Il ne reste que la matière maintenant. Mais on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas pourquoi. On ne peut pas l'expliquer complètement. Je souligne, j'insiste, que notre programme n'est pas uniquement le collisionneur hadron. On a beaucoup d'autres matériels et le Canada a participé dans un bon nombre de celles-ci. Le Canada joue un rôle essentiel dans cette recherche de base. Bon, prochaine étape. L'unité Hadron a commencé en 2010, opérationnelle, et je crois qu'on pourrait s'en servir jusqu'à 2020. On va commencer à le mettre à jour, je pense, déjà, pour améliorer sa performance et pour peut-être accroître l'intensité des deux faisceaux. Lorsqu'il y a des collisions, on pourrait avoir une collision encore plus importante, avec plus d'impact. C'est le processus de luminosité accrue. Il y aura évidemment un arrêt pour préparer le matériel. Ça va durer assez longtemps, 2019 à 2020. Vous avez quand même contribué à la mise à jour, la révision de ce matériel, à quelques reprises d'ailleurs. Ça va nous permettre d'essayer de répondre à ces questions fondamentales en mettant à point cette haute luminosité.
le composant qui est le plus près du faisceau est l'élément le plus important. Il faut s'assurer que ceci est sans faille, qui est propre, neutre, composé de 175 mètres de silicone et 60 millions de canaux électroniques. Dans la technologie de silicone, vous voyez ici la construction de ces circuits à Toronto. Mais on va mettre à jour aussi l'accélérateur afin d'avoir l'intensité et les vitesses les plus hautes possibles. Nous discutons actuellement avec le gouvernement du Canada pour trouver des éléments que nous appelons les cavités du crabe, pieuvre autrement, pour créer cette composition. Bon, quelques commentaires à guise de conclusion. La question que j'entends le plus souvent, évidemment, mais non, la plus fréquente, c'est que ressentez-vous comme étant la première femme directrice générale de CERN? Bon, mais la deuxième question, c'est est-ce que le boson Higgs, la particule Higgs, va changer notre vie? Ma réponse est c'est déjà fait. Nos instruments sont... Je parle ici à SNOLAB ici, mais notre instrumentation maintenant est tellement sensible qu'il faut créer d'autres instruments semblables dans d'autres domaines, en cryotechnologie par exemple. Utiliser des techniques du vide, cette technologie qui nous proviennent de l'informatique, plusieurs applications pratiques d'ailleurs deviennent partie de la vie quotidienne, par exemple. Je vais vous en mentionner deux dans le domaine santé. Il y a beaucoup d'accélérateurs aujourd'hui. Il y a 2000 accélérateurs, mais il y en a très peu, une petite poignée qui sont utilisés dans la recherche de base fondamentale. La plupart servent dans la technologie médicale, thérapie d'imagique, par exemple, imagerie. On peut bombarder l'outil avec des rayons X, une radiothérapie, pour un tumeur aussi, où on peut le bombarder de protons. On peut concentrer le faisceau et on peut préciser le cible de façon tout à fait précisément. Il y a des tumeurs qui se trouvent dans un milieu très, très complexe, le milieu du cerveau, par exemple, et qu'il faut ne pas détruire l'environnement. Et cette précision nous permet une attaque très ciblée. Le scanner le plus important aujourd'hui s'appelle PET, tomographie photonique. Et ceci a été créé grâce à une technologie de CERN. Il y a quelques années, un journaliste de l'Économiste a visité notre installation à CERN. Titan de l'innovation. C'était en 2013-2014. Alors, la personne est venue nous visiter, il était dans notre cafétéria et je pense qu'il était très impressionné par ce tableau qui démontrait qu'est-ce qu'on faisait dans l'accélérateur. Il nous a dit, il y a très peu d'entreprises peuvent inspirer tel engagement et aucun énoncé de mission peut changer ça. Les gens sont très motivés, l'enjeu est de taille. Et pour résumer quelques autres déclarations qui est très important pour vous peut-être, la recherche à CERN est force motrice de l'innovation, de fine pointe, d'instruments très raffinés. Il est très difficile de prévoir quelles seront les retombées sociaux de cette recherche fondamentale.
il faut attendre 30 ans, 40 ans. On ne sait pas qu'est-ce qui se va produire de tout cela. Mais je peux partager avec vous quand même une certaine comparaison. Songez les mécanismes quantiques, découverte très importante. Les mécanismes quantiques est microscopique de taille. Bon, et la mécanique quantique, si ça n'existait pas, on n'aurait pas le monde que nous avons aujourd'hui. Alors, ceci a eu un impact important pour la société, mais on ne le savait pas à l'époque. Et il faut entretenir et pousser cette recherche. Vous savez, le processus de découverte, c'est très long. Ce n'est pas quelques semaines, quelques mois, quelques années. Ça peut être quelques décennies, mais ça peut changer complètement notre vie. Vous avez cet accélérateur et ces instruments de taille énorme. Nous partageons la tâche avec l'industrie, bien sûr. 27 km d'accélérateur. Il faut dépendre du secteur privé. Mais cette relation que nous avions, ce n'est pas acheteur-vendeur, ce n'est pas tout simplement client, si vous voulez. C'est un partenaire, un véritable partenaire. Ils ne savent pas comment construire ce matériel spécialisé. Il faut travailler ensemble, recherche et développement avec eux. Il faut qu'ils viennent chez nous et nous chez eux. On va créer un prototype. On travaille le matériel jusqu'à temps qu'on atteint les résultats voulus. Et ensuite, on a besoin peut-être 100 000 unités, etc. Alors, c'est une cogestion de ce projet. Le secteur industriel nous dit de travailler avec nous peut améliorer leur capacité, leur connaissance et leur valeur, la crédibilité de la haute technologie de ces industries. Ceci peut très souvent créer des nouveaux marchés. Ils ont tellement développé leur technologie et leur savoir que ceci leur permet d'accéder à d'autres occasions, de travailler avec d'autres instituts de recherche ou même dans le secteur privé. Et ça, ils vont gagner une certaine légitimité, une crédibilité. Si vous êtes connu comme étant un partenaire chez CERN, vous avez une très belle réputation. C'est la dernière planche que je vais vous présenter. Alors, je vais conclure. Nous parlons du modèle de gouvernance, de régie de CERN aujourd'hui. Ben, ce n'est pas nous qui sommes propriétaires du modèle, mais ça existe aussi à Snow Lab. Mais notre modèle est étudié par des sociologues, des écoles commerciales, des chefs d'entreprise et des administrateurs. La question qu'il se pose, c'est comment peut-on travailler en étroite collaboration avec cette grande diversité de gens qui viennent partout du monde? Parce que l'expérience Atlas, par exemple, comprend 3000 scientifiques, quarantaine de pays. Les composants ont été conçus par des centaines de physicists et ingénieurs de centaines d'institutions et construits par des centaines d'entreprises sur 5 continents. L'hierarchie dans tout cela, Atlas, vient de la contribution intellectuelle. C'est l'intelligence et le savoir qui créent l'hierarchie. Ce n'est pas l'administration, les titres, les postes. C'est une question de savoir. Alors, les jeunes sont souvent les chefs de file ici. Il y a une structure, bien sûr, hiérarchique, organisationnelle, un organigramme, mais très léger, très horizontal, si vous voulez. La recherche est propulsée par les idées. Et s'il faut filtrer ça par voie d'une pyramide hiérarchique traditionnelle, contrôle et commande, on n'arrivera jamais
à dévoiler, utiliser, exploiter des idées. 3000 physiciens ne sont pas nécessairement d'accord sur la même fréquence d'onde à tout moment. Pas du tout. Mais on discute des problèmes, on élimine et ensuite on prend une décision et on va de l'avant avec une piste prometteuse. Nous sommes tous motivés par le même raisonnement, c'est la quête pour le savoir. Un scientifique, il est comme un artiste, comme les arts, la science, le savoir, les arts, ce sont des valeurs qui transcendent la religion, la culture, la langue même. C'est l'expression de l'humanité, de l'ingénuité. Nous sommes tous animés par cette passion. C'est ce qui nous réunit, c'est rassembleur. Merci beaucoup.